Merci mille fois Zineb pour tes mots qui me touchent. Merci à tous pour m'accueillir une fois de plus et vous savez avec quel plaisir je viens chez vous puisque en fait on est exactement les mêmes, on a les mêmes problèmes et surtout la même notion de l'amitié et de la chaleur et on peut le dire parce qu'on est entre nous, un peu plus dans le sud quand même que plus haut dans le nord, mais ça c'est un petit clin d'œil à d'autres. Voilà, donc aujourd'hui, donc effectivement, je vais commencer par, comme Zineb est une amie, comme toute amie, elle me posait un piège, c'est-à-dire l'une des questions les plus difficiles, effectivement, je veux bien en consultation, mais dans n'importe quel contact avec un enfant, quand il y a des difficultés de développement, qu'est-ce qu'on va chercher, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'on va trop loin, pas assez, est-ce qu'on risque de passer à côté de quelque chose, enfin toutes ces questions qu'on se pose au quotidien. Alors, on parle aujourd'hui du spectre autistique. Il y a un petit test subliminal pour tester votre attention. Donc, on verra à la fin du topo si vous avez bien écouté ou sinon, vous aurez l'un des critères du TSA. Mais bon, on en reparlera. Alors, la première chose, comme toujours, quand on parle d'un sujet, encore faut-il bien le définir et savoir de quoi on parle. On a parlé ce matin, une conférence remarquable du professeur Linglar sur les ambiguïtés sexuelles et les difficultés inhérentes à celle-là, que ce soit au niveau diagnostic, mais aussi au niveau prise en charge et sociétale. Et j'allais dire que l'autisme, il y a aussi une évolution très nette, que ce soit en termes de diagnostic et de vision de la société. Quand Kanner, en 1943, a décrit, et je crois qu'il faut vraiment que ça reste le modèle du trouble, vraiment de l'autisme, ce qu'on appelle l'autisme primitif, il a décrit un tableau qui était extrêmement sévère, avec un pronostic très, très dur. Et c'est vrai qu'il faut dire que nous, à l'époque, en 1943, et puis après, il n'y en a pas beaucoup qui étaient là en 1943, mais pendant j'allais dire des décennies, c'est un terme qui faisait peur, que ce soit au niveau des médecins ou des familles et vice-versa. Et qualifier, porter le diagnostic d'autisme, c'était quelque chose, même nous, moi, quand j'ai commencé ma neuropédiatrie il y a maintenant 40 ans, c'était quelque chose de très difficile qu'on n'utilisait pas, où on attendait vraiment des jours et des jours. Enfin, j'imagine que vous avez vécu ça aussi, vu le côté très, très péjoratif. Et aujourd'hui, je vois des jeunes parents qui arrivent avec des jeunes enfants qui ont des difficultés de développement, certes. Et si je commence à parler de déficience intellectuelle ou de différence, tout de suite, ces jeunes parents me disent « Mais vous êtes sûr qu'il n'est pas un peu autiste ?» Donc je me dis, il y a quand même une évolution aussi dans l'acceptabilité du terme, et peut-être que ce terme a largement dépassé ce que Léo Kanner avait décrit en 1943. Donc, dans les années 50-70, c'est l'ère du début de la pédopsychiatrie. Donc, on a parlé de psychose, donc mot encore avec une connotation très, très négative. Et puis, ces fameux troubles des interactions, on va en reparler parent-bébé, avec, vous le savez, les tests de Bettelheim et autres, où la mère, toujours la mère, avait ce rôle si négatif sur le développement, on va en reparler. Et puis, les choses, heureusement, ont évolué. Donc, on a parlé d'autisme typique. On a mis un syndrome... Je n'ai jamais compris pourquoi un seul des syndromes génétiques dans lequel il peut y avoir un trouble du spectre autistique, mais vous allez voir qu'il y en a des milliers d'autres. Et on l'a mis à l'écart. Et on a parlé donc du syndrome de Rett, puis du syndrome d'Asperger, qui est plutôt le modèle, c'est Reimann, hein, c'est l'autiste intelligent. Et puis d'autres troubles, vous voyez, désintégratifs de l'enfance, autisme atypique, TED. Et finalement, le terme retenu, c'est celui du trouble du spectre autistique. C'est très bien, mais du coup, est-ce que c'est pas trop large et qu'on va retrouver ce TSA dans tous les tableaux d'enfants qui sont un petit peu différents, et on parle maintenant de pratiquement 1% d'enfants qui seront des adultes qui seraient porteurs d'un trouble du spectre autistique. On est presque 100, donc il y en a un dans la salle, je vous laisse trouver. Voilà, donc on se dit, il y a peut-être quand même un peu d'excès aussi en sens inverse, et est-ce qu'on est raisonnable avec les chiffres? Toujours est-il
que pour parler vraiment, et je crois qu'il faut qu'on soit extrêmement précis et avoir de la rigueur, il y a 3 critères qui sont indéniables. C'est l'altération qualitative de la communication. Donc, vous savez, cet enfant qui ne va pas pointer entre 9 et 12 mois, qui n'a pas d'interaction. Il y a l'altération, vous ne le voyez plus rien du tout, des interactions sociales réciproques. Donc, ces enfants, là, vous voyez ces enfants de 9 mois qui sont là pour échanger, un peu se bagarrer, parler à la crèche, les 3 ensemble. Ça, celui qui ne s'intéresse pas aux 2 autres, il a vraiment ces problèmes d'interaction. Et puis, enfin, les comportements stéréotypés. Et ces troubles du spectre autistique, donc depuis 2013, le DSM-5 sont vraiment rentrés dans les troubles du neurodéveloppement qui vont de la déficience intellectuelle jusqu'au polyhandicap sévère et sont totalement intégrés. Alors, quand on va voir, on a vraiment eu nos 3 critères, on pense que cet enfant a vraiment un trouble du spectre autistique. On va expliquer cela aux parents, et les parents, la première question, ça va être pourquoi ? Pourquoi mon enfant est différent ? Pourquoi a-t-il ça ? Est-ce que c'est grave ? Quel est le pronostic ? Est-ce qu'il y a un traitement ? Puis très vite, c'est souvent des parents, de jeunes enfants, donc très vite, parfois dès la première consultation, voire même déjà la maman est enceinte, et existe-t-il un risque pour un autre enfant ? Est-ce qu'il y a un dépistage anténatal ? Donc beaucoup de questions à propos d'un trouble. Alors l'approche, elle est clinique. On a beau être en 2023, la clinique reste reine, elle est indispensable. Donc c'est un interrogatoire qu'on va faire comme d'habitude, extrêmement précis, rigoureux. Donc les antécédents familiaux, consanguinité, les modes de procréation. Est-ce que c'est une procréation spontanée, une grossesse spontanée ou après PMA ? Là aussi, il y a eu beaucoup d'études. Est-ce que les enfants nés après PMA auraient plus de troubles du neurodéveloppement que d'autres ? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de conclusion. Mais voilà, c'est des questions qui se posent. Bien sûr, la grossesse, obstétricaux, tous les antécédents périnataux, postnataux. Et ce qui est extrêmement important, c'est l'âge de la première inquiétude parentale. Parce qu'on se rend compte, et là, il y a eu plusieurs articles de professionnels, mais aussi de parents, que la plupart du temps, les premiers inquiets, et ce qui montre que c'est vraiment les parents, et en particulier la mère à qui on avait donné cette connotation si négative dans les années 50-60, se rendent compte que l'enfant est différent. Et très souvent, ils ont été rassurés à tort. Mais chaque enfant a son propre rythme, ce qui est vrai, mais toujours est-il que c'est quand même dans une temporalité qui doit être toujours la même. Ne comparez pas avec d'autres, ce qui est vrai aussi, mais il peut y avoir des problèmes. Et donc, c'est clair que quand on reprend chez des enfants qui ont été diagnostiqués autistes, il y a pratiquement toujours un retard de diagnostic, et la conclusion, c'est qu'il ne faut jamais banaliser le doute d'un parent et savoir bien les écouter. L'examen clinique, alors ce matin, on a vu des fibroscopies, des coloscopies, des machins comme ça. La neuropédiatrie, ça coûte pas cher et ça rapporte gros. C'est un marteau à réflexe et un mètre ruban, et puis un sens clinique aussi important qui va nous permettre déjà d'évaluer correctement l'enfant et pouvoir dire. Donc on est parti d'un enfant qui avait un trouble du spectre autistique avec des critères diagnostiques précis. Et il y a 2 grands groupes. Il y a des enfants qui ont des signes associés, et donc avec anomalie du périmètre crânien, une déficience intellectuelle, une hypotonie, des réflexes vifs, des signes dysmorphiques, voire une épilepsie. Donc là, on est vraiment dans quelque chose. On est d'emblée, quand on va examiner cet enfant, on se dit qu'on est dans une encéphalopathie, ou un enfant qui a un TSA, un réel TSA, totalement isolé. Vous avez été excellent dans votre examen, vous avez tout vu, il n'y a aucun autre signe. Et là, là, il faut se poser des questions. Alors, on va commencer par le TSA isolé. Le TSA est là, et effectivement, il n'y a pas d'autres symptômes. La seule chose actuellement qu'il faut demander, c'est une consultation de génétique. L'IRM ne sert à rien. L'électroencéphalogramme, par pitié, n'en faites plus. Des bilans sanguins X ou Y, non, si cet enfant a un développement, je répète, développement pédiatrique normal. Et ça, vous savez mieux que moi ce que c'est. Franchement, il n'y a qu'une chose à faire. Si on veut faire quelque chose, c'est une consultation de génétique. Pourquoi ?
Alors, les causes génétiques, elles ont, j'allais dire, évolué aussi, non seulement avec la meilleure description de ces tableaux autistiques, mais aussi des techniques. Donc, lorsqu'on était en 1955, premier examen génétique extraordinaire, le karyotype. Et ça a permis de faire des diagnostics précis, donc trisomie 21, bien sûr, même si le tableau clinique était déjà connu et bien caractéristique, le syndrome de Down. Mais voilà, on a trouvé l'anomalie chromosomique responsable, et vous savez qu'il y a souvent un syndrome autistique, un trouble autistique dans le syndrome. Puis après, d'autres syndromes, et bien sûr, je ne vais pas tous les nommer. Les progrès également, donc avec les apparitions des fiches et autres, ont permis de faire d'autres diagnostics. Et puis, plus récemment, donc on va dire à partir des années 2000, ce qu'on appelle des panels de gènes. Donc, on prenait des gènes d'intérêt et on pouvait dire, par exemple, il y a un panel actuellement de déficience intellectuelle où, avec un seul examen, on va tester 150 gènes différents qui peuvent donner un tableau de type autistique associé à une déficience intellectuelle. Voilà. Donc ça, on va dire, c'est jusque les années 2010. Donc on se dit, bon, bah, on a déjà pas mal avancé, ce qui est une bonne chose. Et puis ici, je vous montre un autre exemple aussi de génétique. Vous voyez tous ces enfants, ils sont tous, enfin enfants et jeunes, ils sont tous de la même famille. Vous voyez l'arbre généalogique. Et ça, j'ai fait un petit peu, c'est un petit clin d'œil, je ne savais pas trop où le placer, puisque la cause est génétique, vous l'avez bien compris. Mais ces enfants, en fait, ils sont nés à chaque génération. Donc vous voyez en violet les mères, une mère qui a une déficience intellectuelle, une fille qui a une déficience intellectuelle. Cette mère a été elle-même placée, ce qu'on appelle, à l'époque on appelait ça les enfants de la DAS, et elle a eu 4 enfants de 4 pères différents, et les 4 avaient des difficultés, la fille un petit peu moins, et les 3 garçons d'énormes difficultés avec des troubles autistiques majeurs. Et puis la fille, donc qui est elle-même déficiente intellectuelle de façon modérée, sans trouble autistique, a eu un garçon qui a un trouble autistique majeur, comme ses oncles. Donc, jusqu'aux années à peu près 80-90, le diagnostic, c'était autisme d'origine psychosociale, ce qui ne veut strictement rien dire. Pourquoi ? Alors, c'est sûr que cette maman qui était déficiente intellectuelle, elle était dans un milieu de très grande précarité. Elle a eu tous ses enfants, ils ont été placés les uns après les autres, là aussi avec des conditions médico-économiques, sociales et de précarité psychique aussi importantes. Et donc on disait, donc pendant à peu près 30-40 ans, on a dit, entre guillemets, c'est la faute à l'environnement. Et est né ce petit garçon qui, lui, est né après les années 2000. Et puis, en remontant l'interrogatoire et tout, on s'est dit, mais c'est pas possible, là, il y a quelque chose, c'est pas possible. Ce diagnostic est totalement faux. D'abord, ça n'existe pas. Et puis, voilà, donc on a tout repris. Et puis, on a fait des IRM. Et les IRM nous ont montré que ces enfants, ces personnes, là, tous les garçons, avaient tous une anomalie du cervelet, et ils sont, en fait, c'est un retard mental lié à l'X, c'est-à-dire que c'est porté par le chromosome X. Il y a une mutation particulière, bon, peu importe, qui s'appelle oligophénine, et les garçons qui n'ont qu'un seul X expriment bien sûr la maladie, sont beaucoup plus atteints. Donc l'histoire psychosociale, elle est engendrée par la déficience intellectuelle et la mutation génétique, et pas le contraire, bien sûr. Donc changeons un peu notre regard, parce que je peux vous dire que cette maman, quand je lui ai expliqué que c'était d'origine génétique, la première chose qu'elle m'a dit, je suis contente, c'est pas de ma faute, parce que depuis le début, on me dit que c'est parce que je ne comprends pas très bien, je suis pas allée à l'école, et que du coup, mon fils est placé pour ça. Et le fait que ça soit génétique l'a dédouané de tout, entre guillemets, la vision psychosociale négative qu'il y avait autour d'elle. Alors que beaucoup m'avaient prédit, mais tu vas pas lui dire que c'est génétique, elle va penser que c'est de sa faute. Et bien, c'était le contraire qu'elle a voulu entendre. Voilà, alors pour terminer avec la génétique, on rentre dans le dur, c'est-à-dire qu'on a des outils complètement exceptionnels, ce n'est pas moi qui vais vous les expliquer parce que je ne sais pas, c'est des séquenceurs de très haut niveau qui sont en train d'arriver, exome, génome, on y est, et là, on nous prédit 1500 gènes peut-être qui pourraient, lorsqu'il y a une mutation, pourraient entraîner un trouble du spectre autistique. Donc là, évidemment, il faut qu'on fasse confiance aux généticiens qui deviennent des bioinformaticiens et des biologistes moléculaires. Il faut
on a tous des amis généticiens qui étaient des généticiens cliniciens, souvent qui venaient de la pédiatrie. Là, ils font un autre métier. Là, ils rentrent vraiment au cœur du gène, et c'est à eux de nous dire si ce qu'ils vont trouver, parce qu'ils vont trouver beaucoup de choses, est responsable ou pas du tableau. Mais toujours est-il que quand même actuellement, dans les TSA totalement isolés, 30 à 40% des cas, il y a une mutation génique identifiée. On peut prédire que dans quelques années, ça sera beaucoup plus important. Très rapidement, je ne vois pas le temps qui passe. C'est là, c'est écrit. 5 minutes. Ah ben là, il me restait 16 minutes. Bon, alors, je dois mal lire. Donc, lorsqu'il y a des signes associés, lorsqu'il y a des signes associés qui sont macrocéphalie, épilepsie, finalement, on va reprendre notre démarche qu'on connaît bien, donc j'allais dire plus neurologique, de neurodéveloppement. Donc, bien sûr, l'hérédité est très importante. Est-ce que c'est lié à l'X? On sait qu'il y a un peu plus de syndrome lié à l'X, et les garçons sont plus atteints que les filles, d'ailleurs, dans l'autisme. Ça, c'est une considération épidémiologique qu'on connaît aussi. L'existence d'une consanguinité, d'une hérédité récessive autosomique. Donc, je pense que actuellement, un enfant qui est né d'une famille consanguine qui présente un TSA, même si l'examen est normal, il faut avoir une démarche un petit peu différente parce que c'est un critère de signe associé. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va nous aider? Là, on rentre dans le neurométabolisme, c'est l'IRM. L'IRM, c'est devenu, pour les neuropédiatres, j'allais dire, l'échographie du cardiopédiatre ou la fibroscopie du gastropédiatre. Nous, pour voir le cerveau, ce n'est pas le scanner, ça ne sert à rien. Vous irradiez l'enfant, ça coûte cher et ça n'a aucun rendement. Et par contre, c'est l'IRM, et puis si on peut, avec une spectroscopie de RMN, qui va nous aider parce qu'elle mettra en évidence, donc on verra le pic de NA, le marqueur neuronal, le marqueur de la myéline, la créatine qui est plutôt un marqueur énergétique et compagnie. Donc très rapidement, on se retrouve dans des maladies, et je sais que ici, il faut penser, j'allais dire, un enfant qui va se présenter avec un autisme, une épilepsie, qui est née dans une famille consanguine. Pensez avant tout à la phénylcétonurie. Ce n'est plus, effectivement, on n'y pense pas en France parce qu'il y a un dépistage néonatal depuis maintenant 50 ans qui a porté ses fruits, mais il est évident qu'il faut continuer à y penser. Et y penser très tôt, parce que quand même, le régime peut aider ces enfants, même, alors s'ils ont 15 ans, c'est beaucoup trop tard pour eux, mais avant l'âge de 1 an, on peut interférer avec l'évolution. Ici, c'est une enfant qui avait un tableau de type autistique précoce avec une macrocéphalie, des épisodes d'ataxie, et l'IRM, et on n'avait pas pensé à ce diagnostic, c'est l'IRM spectro. Donc vous voyez avec une atrophie cérébrale quand même importante, des anomalies de la substance blanche, et l'IRM spectro qui a mis en évidence un pic à 0,9 de leucine, et c'est une forme de leucinose tardive. Elle est traitée malheureusement un petit peu tard, et on vient d'avoir un enfant la semaine dernière, qui a 18 mois et qui était suivi pour un autisme, un trouble du spectre autistique, et qui a une leucinose. Donc, il faut aussi... il y a quand même des vomissements, il y a une ambiance de métabolisme que n'a pas un TSA isolé. L'homocystinurie, là aussi, tous les enfants qu'on voit, ils sont tous passés par des CMP. Nous, on les voit au moment de la luxation du cristallin, ou plus grave, au moment d'un accident vasculaire cérébral. Et on se rend compte qu'ils ont un lourd parcours. Le délai diagnostique est de 11 ans. Alors, normalement, ces maladies, en France, on ne devrait plus les voir si tardivement, puisqu'elles sont dépistées depuis le 1er janvier 2023. Homocystinurie, leucinose, acide urique glutarique et 4 autres. Là encore, je vous ai mis chaque fois ce que la spectroscopie nous apporte. Ici, les déficits primitifs en créatine. Donc, ce sont des enfants qui ont un TSA associé à souvent une atteinte plutôt de type dystonique, une épilepsie qui marche, mais qui ont une déficience intellectuelle et qui ont un déficit donc en créatine intracérébrale. Celui-là qui est facile à trouver, et pourtant il y a aussi un gros retard diagnostique qui va entraîner vraiment une perte de chance pour l'enfant. Lui, l'examen est très facile. Donc, il faut penser devant un enfant qui commence à avoir des troubles avec des mouvements oculaires anormaux, parfois une épilepsie, un trouble vraiment de la communication sociale, un TSA précoce. Et en fait, c'est un déficit en transporteur du glucose. Il suffit de faire une PL et de faire le rapport glycorachie sur glycémie. Et le traitement est facile. C'est un régime cétogène et vraiment, on les améliore.
Et enfin, toujours dans les maladies plus récessives autosomiques, il y a bien sûr le grand groupe des mucopolysaccharidoses, la maladie de Hurler. Mais là, vraiment, il y a des signes dysmorphiques. Le inter aussi, il y a des signes dysmorphiques. Le Sanfilippo, très souvent, ils sont considérés comme des autistes parce qu'ils ne sont pas si dysmorphiques que ça au départ. La dysmorphie apparaît au fur et à mesure et le diagnostic est porté trop tardivement. Alors, dans les 2 premiers, il y a un traitement. Dans le 3e, pas encore, mais ça va arriver. Voilà, je vais plus vite. Donc, finalement, soit on est dans un TSA isolé, soit on est avec des signes associés. Et dernier point, c'est ceux qui ont des causes évidentes. Alors, les causes évidentes, c'est les causes anténatales. La prise, par exemple, de médicaments tels que le valproate pendant la grossesse. Et vous le savez, il y a un procès en cours actuellement en France avec des indemnisations très importantes et qui est mené par une association de mères qui ont été traitées par des neurologues et qui revendiquent donc des indemnités extrêmement importantes et pratiquement tous leurs enfants ont un TSA de degrés divers. Bon, causes infectieuses, toxiques, l'alcool qui reste quelque chose de très préoccupant en France, même si on n'en parle pas beaucoup, les causes environnementales et puis les causes péri- et postnatales. Et je disais, attention à la prématurité, le diagnostic est en règle générale facile à faire, mais il faut éliminer d'autres causes. Parfois, ça ne suffit pas à expliquer le trouble. Et pareil pour les anoxies périnatales, ça je le dis parce que quand il y a beaucoup d'enfants qui viennent consulter en France et avec des tableaux autistiques où on dit il y a eu une anoxie périnatale, il faut vraiment qu'on ait les critères pour retenir ce diagnostic et sinon aller chercher autre chose. Et puis rappeler aussi les infections postnatales, les traumatismes et en particulier le syndrome du bébé secoué. Alors juste pour finir un petit quiz, là c'est pour vous réveiller, c'est vous qui répondez. Donc c'est un garçon de 3 ans, il a un TSA isolé, pas de signe associé, pas d'examen, pas d'antécédents ni familiaux ni personnels, un seul examen à faire, un. Non, plus simple que la génétique. Qu'il faut faire systématiquement. Non. Aïe, aïe, aïe. Vous avez plus que... il est pas de signe associé. C'est vraiment un enfant autiste. Non, il entend bien. Pas d'IRM. Et non, il a un TSA isolé. Pourquoi je ferais une IRM? Je vous ai dit qu'il ne fallait pas la faire. Non, pas de génétique. Non, il y a un seul examen. Non, c'est pas un examen. Allez, les CPK, c'est un garçon qui a une myopathie de Duchenne. Dans 40% des cas, vous savez qu'il y a un trouble du neurodéveloppement qui peut être autistique, vraiment des TSA. Et et en général, on voit ces enfants à 5-6 ans parce que là, ils sont rattrapés par les signes moteurs, mais ça fait déjà 2 ans qu'ils sont suivis par les neuropsychologues, par qui vous voulez, les CMP et compagnie. Voilà, donc chez un garçon de moins de 6 ans, les TND sans signes moteurs, il faut faire un dosage systématique de CPK en première attention. Parce que ça, franchement, c'est facile à faire, c'est pas cher. Et s'il y a un Duchenne, ils ont déjà, à cet âge-là, ils ont 10 ou 15 000 de CPK pour des normes à 100, 150. Et surtout, vous pourrez, alors, pour cet enfant, il n'y a pas encore de traitement, mais faire un conseil génétique et surtout qu'il n'y ait pas 2 enfants dans la même famille qui est une myopathie de Duchenne. Voilà, donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Pour terminer, je promets, je termine, c'est les fake news. Donc les fake news, autisme, c'est la faute au gluten. Alors ça, bien sûr que non, c'est de l'intolérance au gluten, c'est machin, donc il faut faire des régimes absolument incroyables. Il n'y a aucune vérité là-dessus, il y a beaucoup de contre-vérités surtout, et il y avait un article, je vous ai mis différents articles pour ceux qui sont intéressés. Vaccin anti-rougeole, anti-Covid. Cette histoire est absolument fabuleuse. Vous me donnez 2 minutes, je le dis en 2 minutes. Publication dans Lancet en 1998. 12 enfants chez qui on avait trouvé donc une inflammation, plutôt l'auteur avait trouvé une inflammation au niveau de l'intestin et conclut que cette inflammation était arrivée en post-vaccination rougeole, oreillon, rubéole et mettait en cause donc la vaccination anti-rougeoleuse et ils avaient tous un autisme. Donc vous savez que ça a généré pendant des années
des campagnes anti-vaccinales, en particulier aux États-Unis pour la vaccination anti-rougeoleuse, avec les conséquences, bien sûr, que vous pensez. Et bien, cet article a été rétracté en 2018, donc plus de 20 ans après, par le Lancet. Et quand vous cherchez dans le Lancet, c'est écrit comme ça, rétracté. Et c'est un journaliste d'investigation qui a montré que l'auteur était en lien avec un cabinet d'avocats qui s'était occupé des plaignants qui mettaient en cause le vaccin. Vous imaginez la suite. Et non seulement il était en lien avec ce cabinet d'avocats, mais il était également en lien avec une boîte qui fabriquait le moyen de doser l'inflammation au niveau intestinal. Et il aurait fallu tous les enfants vaccinés, il disait qu'il fallait faire ce test pour pouvoir dire s'ils seraient autistes ou pas. Il y a quand même des gens qui... Voilà. Bon, 20 ans après, donc rétracted, donc ça ne tient plus la route. Anti-Covid, en tant que Marseillaise, je suis très, très gênée, mais bien sûr que non. Voilà, vous savez qu'à Marseille, on a un anti-vaccin, pardon, un anti-vaccinateur Covid fameux. Tous les Marseillais ne sont pas comme ça. Il faut vacciner, bien sûr, et il faut vacciner les enfants. Et enfin, faute de la mère, bon, vous l'avez bien compris, ça, malheureusement, on l'a entendu pendant des années, et en disant que c'était la mère qui ne le voulait pas, in utero et compagnie, avec tous ceux qui ont lu ce type de considération. Enfin, il faut vraiment être au courant, et c'est un tableau qui est quand même difficile à vraiment mettre les critères diagnostiques précis. Et du coup, il faut faire extrêmement attention à tout ce qui circule parce qu'il y a beaucoup de crédulité derrière et puis souvent beaucoup d'argent, des régimes complètement dingues, des techniques complètement folles et personne ne s'occupe correctement de ses enfants. Voilà, donc je vous dis merci et puis je voudrais que vous me disiez quel était le petit quiz subliminal. Je ne sais pas si vous aurez trouvé, cette photo a été faite hier soir en arrivant. Vous reconnaissez le théâtre de Rabat, magnifique, vous avez beaucoup de chance. De Salé, pardon. C'est quoi le rapport? Allez, je vous montre. Non, la barque serait pu. C'est vrai, mais non, juste je vous montre, c'est un petit clin d'œil. Ici, c'est la tour qui est illuminée, c'est Zaha Hadid, et le théâtre, c'est Zaha Hadid, donc c'est la même architecte. Rabat, Marseille, même combat. Salé, Marseille, même combat. Voilà. Merci beaucoup. C'était un petit clin d'œil.